Chers collègues, je précise d'abord que je prononce ce discours à partir des territoires ancestraux non cédés du peuple algonquin Anishinaabe. Je désire aujourd'hui me prononcer en faveur de la deuxième lecture du projet de loi 50, son titre abrégé étant la loi canadienne sur les emplois durables. Alors, je n'ai aucune réserve sur les principes de ce projet de loi. Je pense que c'est majeur. On doit assurer la transition sur le marché du travail. Mais j'ai plusieurs questions sur les détails. Et ne dit-on pas « the devil is in the detail ». Je me le suis fait dire souvent. Alors, le projet de loi C-50 prescrit essentiellement l'adoption d'un plan d'action pour des emplois durables. Il prescrit également la création du Conseil du partenariat pour des emplois durables ainsi que le secrétariat pour des emplois durables visant à appuyer la mise en œuvre de la loi. Donc, si adopté, le Conseil du partenariat sera composé de 13 membres. Il a pour fonction de conseiller le ministre chargé de l'application de la loi, ainsi que des ministres responsables. Les portefeuilles de l'ensemble des ministres, de même que leur nombre au total, ne sont pas précisés dans la loi. On ne sait pas de quel ministre il s'agit. Et leur désignation se fera plus tard par le gouvernement. Pour sa part, le ministre en charge doit établir un plan d'action d'ici au plus tard le 31 décembre 2025 et un nouveau plan au moins tous les 5 ans. Et ces plans seront déposés dans les deux chambres. Le projet de loi C-50 détaille de manière très spécifique le contenu du plan d'action. Il s'agit d'un plan pour la transition verte qui met l'accent sur le marché du travail face au changement climatique. Il va sans dire que je partage l'avis de la Chambre de commerce du Canada et du Congrès du travail du Canada qui appuient l'adoption d'un plan de transition pour le marché du travail. On ne peut pas s'inscrire contre ce principe. La question est plutôt de savoir est-ce que C-50 permettra l'élaboration et la mise en œuvre d'un tel plan dans des délais raisonnables et avec des résultats observables au chapitre des emplois durables. Rappelons aussi, parce que je vais y revenir, que le régime d'assurance-emploi demeure au Canada et dans chacune des juridictions la principale source de financement des interventions publiques sur le marché du travail. Il est essentiel, dans le cadre de gouvernance du plan d'action sur les emplois durables, d'en prendre compte. C'est essentiellement les propos de mon discours, le lien entre C-50 et l'assurance-emploi. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un plan d'action pour une transition verte sur le marché du travail? Un plan d'action pour une transition verte sur le marché du travail découle avant tout d'un plan de lutte au changement climatique qui dépend directement des cibles et des stratégies identifiées dans ce dernier. Il doit donc tenir compte des échéanciers et des cibles de réduction de gaz à effet de serre et des moyens identifiés pour les atteindre. Au Canada, c'est la loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité adoptée en 2020 qui fournit le cadre pour l'établissement des cibles et les moyens. Et le plan de réduction pour les émissions, produit en 2022, qui fournit la feuille de route pour l'actualiser. Et c'est le ministre de l'Environnement et du Changement climatique qui rendait compte au Parlement sur la réduction des émissions. Principale composante de ce plan repose notamment sur la tarification du carbone, le plafond pour le secteur pétrolier glacier, la norme sur l'électricité propre, la norme sur les combustibles propres et les réductions d'émissions associées à l'utilisation des terres. Ce plan ambitieux est un plan de société qui implique tous les acteurs provinciaux et territoriaux. La mise en œuvre de tous ces efforts pour réduire les gaz à effet de serre crée nécessairement des impacts sur le marché du travail, d'où le projet de loi sur les emplois durables qui vise à faciliter les transitions sur le marché du travail des personnes affectées. Or, les études sur les impacts de la transition verte sur le marché du travail soulignent que le succès des plans repose étroitement sur la capacité de la main-d'œuvre à les réaliser. Les organisations syndicales, comme le Congrès du travail du Canada et les entreprises réunies à l'intérieur de la Chambre de commerce du Canada, sont enthousiastes par rapport aux objectifs visés par C-50. Ils sont aussi conscients que le succès de l'opération repose aussi sur la disponibilité d'une main-d'œuvre
dont les compétences sont adéquates. Dans un récent rapport intitulé « Building Canada Net Zero Workforce », on peut lire, et je cite, c'est un rapport de la Chambre de commerce, « A recent study scanning 40... » Une étude récente examinant 48 pays a déterminé qu'un travailleur sur 8 a les compétences nécessaires pour une économie carboneutre. Cette étude conclut aussi qu'il y a une demande croissante pour des travailleurs qui ont des compétences pour la carboneutralité, mais cette demande n'est pas comblée par les travailleurs d'aujourd'hui. Main-d'œuvre qui n'a pas les compétences adéquates pour relever les défis, que la Chambre de commerce dit également. Et c'est un point important. Leveraging the government's tirer parti des liens existants du gouvernement avec les syndicats et les leaders industriels dans le domaine de l'énergie et des ressources sera un élément clé pour reformer les travailleurs de ces industries. C'est important étant donné que ces secteurs pourraient avoir des défis plus importants parce qu'ils doivent moderniser leurs activités pour répondre aux demandes de la carboneutralité. Et alors que les unions syndicales doivent représenter les intérêts des travailleurs et doivent demander des emplois adéquats, ils ont aussi un rôle à jouer pour assurer l'accessibilité à des occasions de formation. Il faut collaborer avec ces syndicats pour évaluer la capacité à livrer ces formations et pour mettre en place une formation générale. Youssouf, parce que peut-être que vous êtes un peu à l'origine de ces initiatives syndicales. Donc, la transition verte va créer de nouveaux emplois, mais elle transformera également les emplois existants. Il ne faut pas ignorer cette réalité. Les compétences vertes seront de plus en plus nécessaires car un grand nombre de professions, comme l'a souligné le Centre d'études de recherche sur les qualifications européens, le CEREC, qui parle de l'écologisation progressive des professions, soit l'intégration des préoccupations environnementales dans toutes les activités du travail, tous secteurs confondus. Il faut dire que les défis posés par les changements climatiques s'additionnent à ceux causés par les avancées technologiques telles que l'intelligence artificielle, ainsi qu'aux aspects démographiques comme le vieillissement et l'intégration des immigrants. Tous ces changements feront que certains emplois disparaîtront et de nouveaux seront créés, alors que les tâches seront largement affectées. Chose certaine, les gains pour les Canadiens en termes de niveau de vie seront proportionnels au succès de la transition verte et des efforts d'adaptation. Cette transition aux multiples facettes exigera d'importants investissements dans l'adaptation de la main-d'œuvre, le relèvement des compétences, le recyclage et le soutien des travailleurs et des travailleuses, le soutien du revenu des travailleurs et travailleuses sur le marché du travail. Et c'est là qu'il faut se féliciter de l'entrée en jeu du plan pour les emplois durables de Ressources naturelles Canada, initié avant tout pour faire face au secteur des ressources naturelles. Le plan pour des emplois durables développera des moyens et des initiatives qui seront sans doute favorables pour d'autres secteurs de l'économie, car l'ensemble de l'économie canadienne est affecté par tous les changements qui s'accélèrent, qu'ils soient climatiques, technologiques et démographiques. Là, je fais un petit aparté parce que dans tous ces changements-là, la bonne nouvelle, c'est que les Canadiens sont très conscients des défis qui sont à relever et ils veulent améliorer leurs compétences et l'amélioration des compétences est à la base du succès de la transition. Un sondage, j'en ai déjà parlé, effectué par NANOS en décembre 2023 auprès de 1069 Canadiens que j'ai commandé dans mon bureau, qui refaisait un peu le questionnement que j'avais posé avant la pandémie, offre un aperçu des perceptions canadiennes concernant les impacts anticipés des changements climatiques et technologiques sur le marché du travail et leurs besoins en formation pour y faire face. Ce sondage, que nous dit-il? Il nous dit que 20 des répondants ayant un emploi, donc on peut dire 20 des Canadiens en emploi, estiment qu'il est probable, ou plutôt probable, que ces changements menacent leur emploi. Et une proportion encore plus forte, soit 37
croient que les changements climatiques et technologiques affecteront leurs tâches de travail et nécessiteront une formation supplémentaire. Ce sont là des chiffres astronomiques qui sont mis en évidence, car ce dernier chiffre, 37 ça représente pas moins que 8 millions de Canadiens. Et ces perceptions des Canadiens convergent avec les résultats d'études effectuées par des organismes internationaux, dont l'OCDE. Les jeunes Canadiens sont particulièrement conscients des défis. 42 des 18 à 34 ans estiment que les changements technologiques et climatiques vont affecter leurs tâches de travail. Et pour cela, les Canadiens sont prêts à se former. Ils sont 9,6 millions de Canadiens qui disent vouloir améliorer leurs compétences, notamment dans le domaine numérique et les compétences professionnelles. Ceci étant dit, l'assurance-emploi, je reviens au sujet de l'assurance-emploi et au sujet de C50, l'assurance-emploi continuera à jouer un rôle primordial pour relever le défi du développement de la main-d'œuvre pour le Canada et les provinces. On sait tous que l'assurance-emploi est financée exclusivement à partir des cotisations des employeurs et des employés au régime. Ce régime soutient le revenu pendant la transition en cas de perte d'emploi, mais il est aussi la principale source de financement de la formation pour la transition vers un autre emploi dans le cadre des ententes avec les provinces. Il finance les comités sectoriels et les initiatives de partenariat de toutes sortes. En somme, le régime de l'assurance-emploi est l'épine dorsale de l'intervention publique sur le marché du travail canadien. Dans les documents que j'ai consultés concernant le financement de toutes les mesures qui seront adoptées par le plan des emplois durables, l'assurance-emploi est identifiée comme étant une principale source de financement de ces mesures. En effet, l'assurance-emploi n'est pas dans le périmètre comptable des ressources naturelles du Canada, ni dans celui d'Environnement Canada. On a donc là une grosse question par rapport au mode de fonctionnement de ce conseil et du partenariat. Le plan pour des emplois durables compte largement sur l'assurance-emploi. Or, selon l'application du principe pas d'imposition sans représentation, les représentants des entreprises et de la main-d'œuvre doivent être associés au plan pour les emplois durables et ils le seront. Cependant, et là sont mes inquiétudes, il s'agit bien évidemment d'associer directement à la prise de décision les acteurs du marché du travail par l'entremise de représentants des associations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives. Ces personnes doivent être nommées à ce titre et non pas à titre individuel ou personnel. Or, dans le projet de loi, la distinction n'est pas faite. Être syndiqué est suffisant pour être nommé sur le Conseil. Je le répète, la nomination des membres du Conseil du partenariat pour des emplois durables doit se faire sur une base des associations des travailleurs et des employeurs les plus représentatives et non pas à titre individuel. Et ça m'apparaît être une lacune du projet de loi. En outre, comme le plan d'action reposera sur l'utilisation de l'assurance-emploi, les commissaires des travailleurs et des employeurs de l'assurance-emploi, à mon avis, doivent siéger au Conseil compte tenu de l'importance du régime dans le financement des transitions sur le marché du travail. Les principales associations des travailleurs et des employeurs au Canada ont affirmé vouloir relever les défis que posent les transitions climatiques et technologiques. Ils l'ont fait dans un débat, dans le Forum emploi-compétences que nous avons tenu. Le sénateur Youssouf et la sénatrice Ross y étaient. Cette affirmation était bien claire. En résumé, un plan d'action pour la transition climatique est indispensable, notamment en ce qui a trait au marché du travail. Et à cet effet, les représentants des travailleurs et des entreprises des plus importantes associations, ainsi que les commissaires de l'assurance-emploi, doivent impérativement y être associés. Je m'attends que le comité qui étudiera ce projet de loi s'interroge sur ces questions, ainsi que sur la mise en œuvre de ce plan dans les plus brefs délais. Car à la fin de la journée, nous sommes en 2024 et les changements climatiques sont en cours et on ne peut tarder à entreprendre les transitions nécessaires. Je vous invite donc à adopter ce projet de loi en deuxième lecture
pour l'envoyer rapidement en comité. Merci. Thank you, Miigwech. J'ai deux sénateurs qui aimeraient poser des questions. Est-ce que vous aimeriez avoir plus de temps? Parce que votre temps est écoulé. Est-ce que vous souhaitez... Oui. Is leave granted? Le consentement est-il accordé? Senator Kuzner. Sénateur Kuzner. Merci, Madame la Présidente. Est-ce que la sénatrice répondra à une question? On sait que les changements créent des pressions sur la main-d'œuvre. Avec la construction des clôtures, il y a beaucoup de bergers qui n'avaient plus de travail. Avec des aides à navigation, les gardiens de phare, eux, avaient de la difficulté à se trouver un emploi. J'ai été impressionné que le sénateur Youssef et le groupe de travail sur la transition juste sont venus dans ma communauté, au Cap-Breton. Le Cap-Breton a déjà été reconnu un endroit où le charbon était roi. Il y avait des milliers ou des centaines de travailleurs du charbon qui auraient beaucoup apprécié un tel programme. Je sais que vous venez du domaine du travail. Une approche tripartite à l'élaboration des politiques et des programmes, je pense que c'est essentiel. Est-ce que vous avez confiance que c'est ce qu'on aura avec ce projet de loi? Une approche tripartite qui a été respectée? Merci pour la question. C'est une question importante. Et je réserve ma réponse pour après l'étude en comité, parce que lorsque je pense à ce que je sais des meilleures pratiques, des approches tripartites, l'approche actuelle est un peu différente, surtout d'un côté. C'est ce que j'ai voulu souligner, que les employeurs, les travailleurs ne viennent pas nécessairement des associations qui sont les plus représentatives. Et pour le tripartisme, il faut qu'il y ait des grandes associations, les plus représentatives. On ne peut pas avoir des nominations individuelles. C'est important que les institutions participent. Alors, sur ce point-là, le projet de loi ne respecte pas cette caractéristique. Sénatrice Méville-Deschênes. Sénatrice Bellemare, acceptez-vous une question? Absolument. Je vais reprendre un peu les propos de mon collègue. Vous êtes du Québec, vous avez participé, organisé toutes sortes de forums sur les questions de la main-d'œuvre et tout. Comment pensez-vous qu'un organisme où il manque, qu'une table de concertation où il manque le Québec et l'Alberta, comment pensez-vous que ça peut fonctionner, étant donné l'importance des provinces dans les questions de la main-d'œuvre? Sénatrice Bellemare. Merci beaucoup pour la question, sénatrice. Je dois vous dire que dans ce cas d'organisation de la main-d'œuvre, il y a une façon indirecte de prévoir une participation des provinces, et c'est toujours via les associations d'entreprises et syndicales. Et c'est par ce corridor que le tam-tam descend et remonte, et que, dans le fond, les associations les plus représentatives, que ce soit les chambres de commerce, qui sont en lien avec la Chambre de commerce du Québec, avec la Chambre de commerce de l'Alberta, que ce soit le CTC, qui est en lien avec la FTQ, qui est en lien avec la Fédération de l'Ontario et de l'Alberta, que les liens peuvent se faire et les connexions peuvent se faire. D'associer à ce stade-là les provinces, je ne suis pas certaine de comment ça peut fonctionner, mais les études que moi j'ai faites, en tout cas pour ce qui est de l'assurance-emploi, il était très clair dans mon esprit que le Conseil doit être composé surtout des représentants des acteurs du marché du travail qui peuvent converser avec les provinces. Et que les associations patronales et syndicales, je me répète, mais ce sont des créneaux, des liens. Et heureusement, ces secteurs-là
ces associations-là ne changent pas nécessairement leur discours tout le temps. La logique du marché du travail chez les syndicats et chez les entreprises est convergente et elle ne change pas à la couleur des idéologies. Parce que l'objectif, c'est de créer de bons emplois. Et c'est pour ça que c'est un corridor, un lien de connexion très, très bon avec les provinces. Merci. Bienvenue.